Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de la chaire Good in Tech. Nous allons parler aujourd'hui de publicité numérique responsable. Nous allons avoir deux temps dans ce webinaire. Un premier temps qui est dans cette première vidéo où nous allons vous présenter un rapport que nous avons effectué en fin d'année dernière sur publicité numérique responsable, principalement piloté par Marion Seignerin de Sciences Po et moi-même. Et dans un deuxième temps que vous pourrez suivre dans une autre vidéo sur YouTube, nous aurons une table ronde des acteurs du secteur sur les futurs enjeux de la publicité numérique responsable, où nous allons accueillir Hélène Chartier, directrice générale du syndicat des régies Internet France, Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, Shin Lab, qui est managing editor Europe chez NewsGuard Technologies, et enfin Martin Signou, qui est public policy manager chez Facebook. Donc, pour démarrer ce webinaire, nous allons vous présenter un tout petit peu ce que l'on a fait sur cet enjeu absolument majeur de publicité numérique responsable. Et nous travaillons dans le cadre de la chaire Good in Tech. Cette chaire est un partenariat entre l'Institut Mintelecom et Sciences Po. Et nous travaillons sur un certain nombre de sujets. Nous sommes sous l'égide de la Fondation du risque et nous travaillons généralement sur les questions de technologie responsable, d'innovation numérique responsable et de gouvernance des technologies. Donc, nous allons vous présenter ce rapport. Dans ce rapport, nous avons plusieurs parties. Nous avons une première partie qui est l'écosystème et le dynamique de la publicité numérique qui vous sera présentée par Marion Seignerin. Nous parlerons ensuite de controverses autour de la publicité numérique, pourquoi ce sujet a émergé, de travailler ce concept de publicité numérique responsable. Et puis, nous aurons une présentation vraiment de l'excellent travail qu'a fait Marion sur la catégorisation thématique de toutes les actions qui ont été menées par les acteurs sur la publicité numérique responsable, que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau international. Donc, pour mener cette étude, nous avons utilisé trois types de sources. Nous avons fait une revue de littérature que vous trouverez en référence à la fin du rapport. Marion, peut-être que tu peux mettre dans le chat le lien direct vers le rapport pour ceux qui veulent le lire. Ce rapport est donc disponible sur notre site Good in Tech, goodintech.org. Et donc, cette revue de littérature, c'est une revue qui se base sur des articles de recherche autour de la publicité numérique et ses enjeux en termes de responsabilité. Et puis, bien sûr, des articles de presse et des rapports qui ont été menés sur ce sujet. La deuxième source, c'est un travail qu'a élaboré Marion Seignerin, qui est une cartographie des acteurs de la publicité numérique que vous trouverez également, comme vous pouvez le voir sur ce slide, sur notre site. Vous avez le lien en bas à droite. Cette cartographie représente l'ensemble des acteurs et les liens sur cette cartographie, sur ce réseau, représentent les partenariats qu'ont les acteurs autour de ce sujet, publicité numérique responsable. Et donc, ça permet de voir différents écosystèmes qui se réunissent autour d'une problématique ou d'une sous-problématique de cet enjeu de publicité numérique responsable. Et donc, n'hésitez pas à aller voir cette cartographie, elle est interactive, donc vous pouvez zoomer sur l'un ou l'autre des écosystèmes et elle est vraiment très intéressante. Et enfin, donc, on a mené également une vingtaine d'interviews des acteurs du secteur, dont certains sont présents aujourd'hui pour ce webinaire. Nous avons interviewé des entreprises annonceurs, nous avons interviewé des agences, des éditeurs, des régies publicitaires, des entreprises de la tech, des plateformes et puis des syndicats ou des rassemblements d'acteurs qui travaillent plutôt sur de l'autorégulation, comme on va vous le montrer dans le cadre de ce travail que l'on a mené.
Donc, je vais introduire maintenant tout à fait généralement la publicité numérique, hein, que tout le monde connaît, mais pour dire tout simplement en introduction que, évidemment, c'est un très gros secteur de la publicité en général. En France, en 2020, la publicité numérique représente plus de la moitié des investissements du secteur de la publicité, avec des modèles qui regroupent plusieurs formats. Et nous verrons tout au long de ce rapport que les formats eh bien, posent question en termes de responsabilité. Donc, une multitude de sites aujourd'hui qui proposent hein, des espaces publicitaires et puis une multitude de formats possibles pour faire cette publicité. Et donc des enjeux sociétaux grandissants qui deviennent quand même très importants, y compris des enjeux par rapport à nos démocraties aujourd'hui, des enjeux qui sont liés à 4 grands sujets que l'on abordera. Le premier porte sur le fait que cette publicité est de plus en plus automatisée, avec en particulier le real-time bidding et la publicité programmatique qui est basée et fondée sur des algorithmes, donc des techniques et en particulier d'intelligence artificielle, parfois, je dirais, ajoutées à des systèmes d'enchères, ce qui rend le système encore plus complexe. Des enjeux également de privacy, de collecte massive de données sur des internautes. Et donc, comment fait-on pour protéger les données, en particulier personnelles, de ces internautes? Un enjeu plus récent de l'impact écologique de ce secteur, à l'heure où tout le monde se pose des questions sur comment on peut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, ce secteur est en train également de se poser cette question. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, des enjeux concernant des formats publicitaires qui sont parfois très intrusifs ou qui posent problème et donc sur lesquels il faut réfléchir. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Marion Sénurin qui va vous présenter donc l'écosystème et la dynamique de la publicité numérique. Merci Christine pour cette introduction. Donc, en effet, la première partie du rapport porte sur les différents types de publicité numérique. Alors, on en distingue 4 sortes. Le search, donc tout ce qui va être de l'ordre des liens sponsorisés, comme ici sur l'exemple le moteur de recherche Google. La publicité sociale, qui englobe toutes les publicités sur les réseaux sociaux, donc des formats dits natifs, c'est-à-dire très bien intégrés à l'environnement du réseau social. Le display, alors c'est toutes les publicités utilisant un élément graphique, audio ou vidéo et qui s'affichent sur les sites internet des éditeurs. Et une 4e catégorie qui regroupe l'affiliation, l'emailing et les comparateurs. L'affiliation, c'est promouvoir un produit grâce à des bandeaux publicitaires placés sur les sites web d'un éditeur qui est dit affilié. L'emailing, c'est très simple. On va désigner des campagnes publicitaires diffusées directement par email à un ensemble de consommateurs. Et les comparateurs, donc des sites web qui regroupent des offres commerciales et les comparent. Ces différentes publicités, elles sont diffusées selon plusieurs modes de vente et le principal d'entre eux, c'est l'achat programmatique. Donc, le programmatique, il représente 65,57% des ventes en septembre 2021 et c'est un mode d'achat qui va consister à cibler une audience sur la base de données de navigation, par exemple. Donc, on va afficher la bonne publicité au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Donc, ça, c'est vraiment la promesse du programmatique. Les annonceurs, ils vont faire des offres. Alors, donc, on a voilà, les espaces, pour revenir un petit peu sur cette chaîne de valeur, les espaces publicitaires qui sont mis aux enchères et les annonceurs qui vont faire des offres via des DSP, puis des ad exchange. Donc, DSP, c'est Demand Side Platform. Et donc, on a ces ad exchange qui sont des entreprises technologiques qui vont déterminer qui remporte cette enchère. À la suite de quoi, ils donnent l'information au SSP, Supply Side Platform, qui va afficher la publicité sur l'espace de l'éditeur concerné. Alors, toutes ces opérations, elles durent une fraction de seconde, elles sont pratiquement instantanées. Donc, cette description sommaire, elle nous permet de voir qu'on a un écosystème qui est complexe, qui est constitué de nombreux acteurs. Alors, ces acteurs, nous les avons regroupés en 6 catégories et nous avons analysé leurs motivations respectives envers une publicité numérique responsable. Alors, tout d'abord, les annonceurs, donc ils sont en amont de la chaîne de la publicité numérique. Ils sont constitués des marques, des associations, des institutions, bref, de toute institution qui aura une annonce à faire. Ils peuvent se fédérer en associations interprofessionnelles, par exemple la World Federation of Advertisers, la WFA,
ou alors l'union des marques. Parce qu'ils sont directement identifiables par le consommateur, les annonceurs sont ceux qui ont un intérêt très fort envers la publicité numérique responsable. Une publicité qui serait peu responsable risquerait par exemple de porter atteinte à leur image de marque. On a donc des programmes de ce côté-là qui vont être particulièrement ambitieux et sur lesquels nous reviendrons dans la troisième partie de cette présentation. Les éditeurs et les régies publicitaires sont quant à eux considérés comme aussi directement en lien avec le public final et donc directement identifiables. On a des éditeurs qui vont donc aussi avoir à faire à la protection de leur marque et donc se responsabiliser vis-à-vis des types de publicité, aussi bien sur le message, le format ou la récolte de données. Ces éditeurs possèdent également un levier d'influence sur les marques dont ils accueillent les publicités et ils ont la possibilité de favoriser les annonceurs qui sont plus responsables par le biais notamment de programmes RSE qui vont être développés en régie intégrée. Ce rapport de force, il est à double sens puisque les annonceurs ont la capacité de boycotter certains éditeurs de façon plus ou moins durable, ce qui va les priver de revenus. Les régies publicitaires, en charge de la vente des espaces des éditeurs, donc, ont dû suivre ce mouvement de modernisation de la publicité numérique et ont développé de nouvelles compétences en interne, comme les métiers liés aux données et à l'analyse programmatique. La responsabilité pour ces régies, ça va être un moyen de se démarquer. Alors maintenant, les agences, on distingue de deux manières, les agences médias, qui organisent la diffusion et la performance des campagnes, et les agences de création, qui sont chargées de la conception de ces campagnes. On a des acteurs, ce sont des acteurs qui vont également s'adapter aux pratiques responsables, plutôt comme un moyen d'augmenter leur palette d'offres commerciales. Alors, cependant, une position qui serait trop radicale sur le marché peut être un risque pour ces agences de perdre une certaine clientèle. Et la responsabilisation, pour être vraiment efficace de ce point de vue-là, doit être globale pour pouvoir réellement fonctionner. Alors, en ce qui concerne les entreprises AdTech, c'est-à-dire tout l'écosystème d'intermédiaires publicitaires qui viennent soutenir l'infrastructure numérique et organiser la valorisation des données et de l'attention des internautes, leur motivation envers une publicité numérique responsable est à rapprocher de celle des régies, car il s'agira à la fois d'un avantage concurrentiel et d'un risque. Ici encore, donc, une dynamique qui doit être globale pour être réellement effective. Et enfin, les plateformes numériques qui se posent comme éditeurs, mais également comme acteurs techniques. Google et Facebook proposent leurs propres solutions AdTech. Ici, les moteurs d'évolution vont être aussi bien les demandes utilisateurs que la loi. Si on prend l'exemple de la désinformation, on a aussi bien des sanctions que des injonctions à plus de responsabilité qui vont pousser à l'évolution des services des plateformes. Ces acteurs, ils prennent également de plus en plus systématiquement part aux initiatives de l'interprofession, comme le GARM, qui est lancé par la WFA et sur lequel on reviendra également par la suite. Ces plateformes, enfin, développent des outils technologiques au service d'une publicité numérique plus responsable, car le volume d'annonces qui est traité demande vraiment un travail automatisé. Ces injonctions envers une publicité numérique, elles varient beaucoup d'un acteur à l'autre, et c'est en partie dû à la double régulation qui a lieu dans ce secteur, donc régulation et autorégulation. En tant que source de financement pour les médias, la publicité est assez peu l'objet de régulations contraignantes. En effet, on a un risque de contrevenir à la liberté de la presse. Le contrôle par la régulation, il est donc limité à des codes de commerce généraux, tels que le Code de la Chambre de commerce internationale, le Code ICC. Et en Europe, le RGPD vient encadrer le traçage des internautes à des fins de publicité ciblée. Actuellement également, au niveau européen, le régulateur se penche sur l'impact des plateformes et il fait cela au travers des règlements DSA et DMA qui devraient apporter plus de transparence. Maintenant, concernant l'autorégulation, l'écosystème de la publicité numérique se montre très résilient et semble évoluer au fil des attentes sociétales. Alors, on a plusieurs mécanismes qui vont permettre cela. Déjà, une certaine écoute des attentes utilisateurs. Donc, on a un écosystème de l'interprofession qui est un peu en état de veille. Et typiquement, sur l'exemple des formats, on a eu toute une période où il y avait des formats très intrusifs et donc une installation massive d'adblockers du côté des utilisateurs. Face à ce constat, l'interprofession se mobilise et forme la Coalition for Better Ads, qui va mener une étude utilisateur, déterminer quels sont les formats jugés trop intrusifs et dès lors admettre donc des standards afin de limiter ces formats, voire de les bannir totalement.
D'un autre côté, on va avoir le système de plainte qui est assuré par l'ARPP au niveau français et par l'EASA au niveau européen, ou encore sur ce qui est des récoltes de données par la CNIL, également au niveau français. Donc, je vais parler maintenant des controverses autour de la publicité numérique qui va, je dirais, nous montrer pourquoi on est passé à ce concept de publicité numérique responsable et pourquoi les organisations travaillent sur, je dirais, des réflexions pour améliorer la manière dont elles pratiquent la publicité numérique. Alors, il existe plusieurs controverses sur ce marché de la publicité numérique. La première controverse, elle concerne bien sûr le modèle économique de ce secteur qui est en débat. Quand on remonte, je dirais, à l'origine de l'Internet, vous avez ici une citation de la CNIL en 2009 qui dit finalement, la publicité, c'est le carburant de l'économie numérique parce que de nombreux sites web, des médias vendent des espaces publicitaires et finalement, cet espace publicitaire, cette publicité numérique, c'est la principale source de revenus de ces sites et de ces médias. Quand on regarde la citation de Wired 10 ans plus tard, eh bien, on est toujours sur le fait que la publicité numérique, mais maintenant c'est la publicité essentiellement programmatique, c'est le fuel qui va permettre de faire fonctionner cet Internet et cet Internet gratuit. Donc, on a au départ un marché publicitaire qui fait que beaucoup de sites, beaucoup de contenus dépendent de ce marché. Alors évidemment, à la différence de ce nombre complètement illimité aujourd'hui de sites qui proposent des espaces publicitaires, on a une ressource rare et cette ressource rare, c'est l'attention de l'utilisateur. Donc, on a également une controverse ici sur le marché publicitaire, sur le fait que finalement, cette attention de l'utilisateur, elle peut être traitée de deux manières par les acteurs. Est-ce qu'il faut protéger l'utilisateur? Est-ce qu'il faut protéger cette attention de l'utilisateur en fournissant des contenus qui sont des contenus de qualité qui vont faire que, en fait, on va répondre à une certaine attention de l'utilisateur, ou est-ce qu'il faut valoriser l'attention, ce qui est plutôt le cas pratiqué par le marché de la publicité numérique. Et donc, valoriser l'attention, ça veut dire qu'on va développer des mécanismes qui vont maximiser le temps passé sur les plateformes, le temps passé sur les sites. Et donc, on est dans une optique complètement marchande et non pas de protection, évidemment, de l'attention. Deuxième, je dirais, controverse sur le modèle économique qui est vraiment en débat, c'est la question de l'efficacité de la publicité numérique. Alors là, il y a un paradoxe puisque depuis le démarrage de la publicité numérique dans les années 90, eh bien, on a eu pléthore de métriques, ne serait-ce que le taux de reach, la mesure d'audience, le nombre de clics, l'orientation de l'internaute dans son parcours. Donc, tout un tas de métriques qui ont cherché à mesurer l'efficacité des publicités. Et parallèlement à cette multitude d'indicateurs, eh bien, on a aussi l'existence d'une fraude dans ce marché importante. Selon le WFA, une fraude se définit comme une activité délibérée visant à empêcher l'affichage correct de la publicité à la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et vous le voyez sur le slide, selon l'Integral Ad Science, eh bien, cette fraude est estimée à 100 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont allés très, très loin dans ce débat sur l'efficacité de la publicité numérique et qui ont même pour certains pris des positions extrêmement fortes, notamment Tim Wang, dont je vous recommande l'ouvrage qui s'appelle Subprime Attention Crisis, qui compare ce marché de la publicité au marché des subprimes qui ont donc généré la crise économique que l'on connaît. Et donc, la position de Tim Wang est de dire, mais finalement, il y a une bulle autour de ce marché qui serait, selon lui, totalement inefficace. Alors, ce qu'on voit apparaître aussi par rapport à ce modèle économique, ce sont des modèles un peu alternatifs qui éviteraient une collecte massive des données de l'utilisateur. En particulier, par exemple, on pourrait imaginer des micro-paiements pour accéder à un site, ce qui permettrait au site d'être rémunéré, de ne pas
collecter des données afin de ne pas vivre de ce revenu publicitaire. Deuxième grande famille de controverses, eh bien, ces controverses portent sur les stratégies de marque et finalement, quel est l'objectif de la publicité numérique. Donc, on a tout d'abord une controverse autour finalement de ce que représente la publicité numérique. Donc, est-ce qu'on a une publicité numérique qui est un moyen d'information et de communication en direction du consommateur? Donc, là, on pourrait imaginer un premier point de vue qui est de dire on revient à la signification même du mot publicité, qui est de rendre publique une information dans la cité. Et donc, dans cette position, on a une publicité qui est pertinente pour l'utilisateur. Vous avez quelques exemples sur la droite, hein, par exemple, évidemment, sur le traçage alimentaire ou sur le fait que l'utilisateur peut bénéficier de promotions. Donc, on a une information eh bien, qui est intéressante et pertinente pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est de dire finalement, la publicité, eh bien, c'est une collecte massive de données, donc c'est un moteur d'une généralisation de la surveillance en ligne. On collecte massivement des données pour un ciblage de plus en plus sophistiqué, de plus en plus précis, avec des atteintes évidemment importantes à la privacy parfois. Deuxième grand sujet, c'est finalement quel est l'objectif de la publicité numérique? Donc là, on a aussi deux positions. La première position, c'est de dire, mais finalement, quand on revient aux métriques anciennes hein, de l'efficacité de la publicité, qui est le score de mémorisation, on est dans une publicité dont l'objectif, c'est de construire une image de marque à long terme. Et donc, on aurait une publicité plutôt qualitative, tout à fait acceptable par l'utilisateur. D'autre part, on a un autre discours qui est de dire la publicité, finalement, elle cherche à catalyser les ventes à un moment donné. Et donc, on a une publicité dont l'objectif unique est la performance. Troisième, je dirais, famille de controverses autour des stratégies de marque, c'est de considérer la publicité numérique comme un système de représentation. Donc là, on a aussi deux points de vue. Le premier point de vue, c'est de dire finalement la publicité numérique a un rôle dans la société, c'est un système de représentation d'un certain nombre de valeurs. Cette publicité aurait vocation à créer du lien social, à faire société. En même temps, cette publicité aujourd'hui qui est extrêmement ciblée de par l'hypersegmentation liée aux plateformes de programmatique et en particulier aux données issues des réseaux sociaux, entraîne un système qui n'est rien d'autre qu'une bulle d'enfermement, un phénomène des bulles d'enfermement qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux, et donc qui irait complètement à l'encontre de cet idéal de publicité, système de représentation du nous social. Troisième grande famille de controverses, on est ici dans l'impact social et sociétal de la publicité numérique, avec un premier débat sur finalement comment on définit dans cette publicité numérique le consommateur final. Et là, on a évidemment deux visions. On a une vision, je dirais, d'un consommateur normalement intelligent, attentif, et donc une publicité qui serait une information ou qui pourrait être considérée comme un divertissement ou faisant partie de la culture populaire, par rapport à une autre vision qui est un consommateur tout à fait, je dirais, passif, qui est spectateur de la publicité, avec une publicité qui cherche à gouverner les conduites. Hein. On connaît aujourd'hui tous les mécanismes de manipulation, alors qu'ils ne sont pas nouveaux, hein, qui datent de plus d'un siècle, mais on voit bien aujourd'hui la mode de techniques comme les nudges ou comme les techniques de persuasion massive. Et donc, on aurait simplement une publicité qui gouverne les conduites. Alors, la question de la régulation face à ces deux visions est tout à fait différente. On voit bien que
on a une volonté des pouvoirs publics, que ce soit au niveau d'un pays ou internationaux, de réguler cette vision du consommateur spectateur de la publicité, hein, où on va essayer de le manipuler, et que finalement les besoins de régulation ou la demande de régulation est beaucoup moins forte dans la deuxième vision du consommateur, normalement intelligent et attentif. Un autre sujet porte sur finalement le rôle de la publicité dans la manière de modifier les comportements. Donc, est-ce que cette publicité numérique, elle a finalement un rôle assez négatif aujourd'hui, qui est d'encourager des comportements essentiellement consuméristes, sachant qu'on est dans une période où on essaie de répondre à des grands problèmes de société comme le réchauffement climatique, et donc on est plutôt dans une optique de sobriété ou de frugalité, et donc qui serait vraiment tout à fait à l'encontre de l'encouragement des comportements consuméristes. Donc est-ce qu'on est dans cette vision, ou est-ce qu'à l'inverse, la publicité serait aussi un moyen, ou est aussi un moyen, de développer des comportements vertueux? Donc là, vous avez un certain nombre de programmes qui défendent ce point de vue, dont on parlera tout à l'heure, donc s'appuyant sur des nouveaux imaginaires auprès des consommateurs qui permettraient de modifier des comportements, là, dans un sens positif, pour aider à résoudre les grands problèmes que pose aujourd'hui notre planète. Nous avons également une autre controverse intéressante, une autre double vision, je dirais, de la publicité numérique concernant finalement la construction derrière le système qui est pensé dans la publicité, avec deux visions tout à fait différentes. Une première vision qui est de dire finalement ces mécanismes de publicité, j'ai parlé de publicité programmatique, d'enchères, d'algorithmes tout à l'heure, est-ce que c'est une architecture technique de persuasion avec des technologies et en même temps des techniques de persuasion massive derrière, basées et fondées sur une collecte des données massives également, avec aussi des conséquences des conséquences sur la désinformation, qui est un problème absolument majeur aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a une publicité numérique qui génère en partie de la désinformation, qui est liée à ce grand enjeu de la désinformation en ligne aujourd'hui, ou est-ce qu'on a une vision tout à fait différente défendue par les acteurs du secteur, disant que finalement, quand on regarde vraiment les données qui sont utilisées dans le cadre de publicité, eh bien, ce sont des données qui sont non sensibles. Par exemple, j'aurais acheté 3 paires de chaussures la semaine dernière. Est-ce que vraiment ça révèle beaucoup de choses sur mon comportement? Et si on a des données anonymisées, finalement, on n'aurait pas vraiment de problème très éthique par rapport à cette publicité numérique. On a également un sujet qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui, qui est l'invasion, l'insertion aujourd'hui de la publicité numérique dans des débats démocratiques. Et on voit bien ce sujet ces derniers temps s'insérer également dans cet enjeu de campagne présidentielle française. En tout cas, le débat qu'il y a sur la publicité numérique repose aujourd'hui sur le fait qu'un certain nombre de marques se retrouvent associées de par le mécanisme de la publicité programmatique, un certain nombre de marques se trouvent associées à des sites de désinformation ou des sites à contenu haineux ou des sites à contenu problématique. Et donc, ces marques, ne souhaitant pas évidemment cet affichage tout à fait négatif par rapport à leur image, recherchent ce que l'on appelle une brand safety, c'est-à-dire des espaces qui seraient tout à fait, je dirais, en cohérence avec leur image et non pas problématiques. Et donc ça amène les marques aujourd'hui à sélectionner des sites et avoir également des listes rouges de sites sur lesquels elles ne veulent pas communiquer. Et le problème posé par évidemment ce mécanisme, c'est que du coup un certain nombre de sites, je l'ai dit tout à l'heure, qui vivent et de médias qui vivent de la publicité, se retrouvent sans ressources financières et on arrive à une censure algorithmique
Et on peut se poser alors la question de la liberté d'expression et évidemment de débat démocratique. Donc, je vous suggère à cet égard de regarder le débat très actuel entre des activistes comme Sleeping Giants et puis des sites de type CNews ou Valeurs Actuelles, qui ont même créé un collectif qui s'appelle Corsair pour lutter contre les actions de Sleeping Giants. Sleeping Giants, je dirais, menant de nombreuses actions et tout à fait avec succès, demandant à des marques de ne pas faire de publicité sur un certain nombre de sites d'extrême droite pour justement ne pas avoir une marque associée à ces discours-là. Et enfin, dernier, je dirais, débat, c'est sur les pratiques de cette publicité numérique. Donc, est-ce qu'on a dans le secteur des pratiques qui relèvent d'une certaine déontologie, qui donc serait autour de cette question de la responsabilité. On a évidemment un certain nombre de travaux, de la CNIL en particulier, dont on reparlera tout à l'heure, mais on a aussi évidemment des pratiques qui sont tout à fait non responsables ou peut-être inacceptables, de type les dark patterns qu'on connaît bien, qui sont ces fameuses interfaces de design qui sont vraiment pensées de manière à manipuler l'utilisateur. Et donc, est-ce qu'on doit aujourd'hui proscrire ces pratiques et jusqu'où on doit aller dans la responsabilité des acteurs par rapport à ce type de démarche. De la même manière, on a tout un tas de recommandations sur les questions de consentement, notamment avoir un consentement éclairé ou une plateforme de consentement. On peut aller aussi beaucoup plus loin dans la réflexion. Certains sur les pratiques pousse cette idée d'échange de valeur avec le consommateur, c'est-à-dire redonner de la valeur ou restituer une valeur du marché à l'utilisateur final en contrepartie de son consentement d'usage aux données personnelles. Donc voilà un petit peu poser les différentes controverses autour de cette publicité numérique, toutes ces controverses donc ayant amené les acteurs à se poser cette question de finalement qu'est-ce que c'est que la publicité numérique responsable et quelles sont les actions que l'on doit mener. Et donc je laisse la parole à Marion pour vous montrer ce que les acteurs nous ont dit lors de nos interviews sur ce concept de publicité numérique responsable et surtout le travail fantastique de Marion sur la catégorisation de toutes les actions menées par les acteurs jusqu'à présent. Merci. Alors, vous l'aurez compris, quel que soit le rôle qu'on attribue à la publicité numérique et les controverses que cela va impliquer, la responsabilité devient un enjeu incontournable, aussi bien pour des raisons d'efficacité, d'acceptation de la part de la société ou encore de dynamique du secteur. Alors, qu'est-ce qu'une publicité numérique responsable ? Dans le cadre de la chaire Good in Tech, nous souhaitions aboutir à une définition ancrée dans les pratiques des acteurs de l'écosystème de la publicité numérique. Et pour ce faire, nous avons mené un total de 21 interviews auprès de nombreux acteurs, que nous remercions d'ailleurs. Nous avons donc abouti à une définition qui se constitue dans 6 critères principaux. Alors, premier aspect d'une publicité numérique responsable, sa légalité. Une publicité numérique responsable respecte le droit du commerce, donc le code ICC, mais aussi le droit de la concurrence et bien sûr la régulation autour de la récolte de données, à savoir le RGPD au niveau européen. Mais je ne sais pas si on voit la slide de qui correspond. Voilà. Second point donc d'une publicité numérique responsable, sa responsabilité sociale. Alors d'abord, l'impact social positif de la publicité. Par exemple, le fait de reverser une partie de ses revenus à des causes dont l'impact social est positif. C'est donc tout ce qui consiste en des actions de compensation. La responsabilité sociale du message publicitaire, dans un second temps, soit une publicité honnête, décente et respectueuse du public en tout point. Mais également une publicité intelligente qui va donc amener un petit peu à la discussion en société. Enfin, l'accord avec les attentes sociétales, aussi bien sur le message que sur les pratiques. Troisième critère, la responsabilité envers l'environnement, on en a déjà un petit peu parlé. Là encore, plusieurs aspects. Tout d'abord, la réduction de l'impact environnemental de la publicité en tant que telle.
C'est une réduction qui va se décliner tout au long de la chaîne de valeur et qui, bien sûr, commence par la mesure. Donc, la mesure de l'impact, sachant qu'aujourd'hui, la mesure la plus répandue est celle des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle va se concentrer sur les scopes 1 et 2, le scope 3 plutôt lié à la consommation finale étant difficilement mesurable. Une fois qu'on a effectué ces mesures, il faut réduire en faisant des économies là où c'est possible, donc moins de stockage de données, moins d'appels à serveurs, bien entendu. Second point de cette responsabilité environnementale, c'est l'influence de la publicité au service de comportements plus responsables. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir une publicité qui, dans un premier temps, limite son impact technique, mais également joue un rôle positif dans la transition écologique, donc en représentant des comportements responsables et en les rendant souhaitables. Alors, une publicité numérique responsable, elle est également envers les utilisateurs. Déjà, elle est orientée utilisateur, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les besoins des utilisateurs et elle sert de base à une relation saine avec la marque. Elle est ensuite transparente, notamment sur la collecte et l'utilisation des données des utilisateurs. Donc, un respect du principe de data utile, on ne collecte que ce qui est strictement nécessaire. Cette transparence, elle passe également par une clarification de l'échange qui a lieu. Car visionner une publicité, c'est finalement un moyen de micro-paiement pour du contenu qui ne saurait être totalement gratuit. Et l'idée ici, c'est d'aller vraiment vers un choix actif de l'utilisateur, une véritable transaction plutôt qu'un simple consentement. Et enfin, respect de la capacité d'attention de l'utilisateur. On réduit la pollution intellectuelle et visuelle, donc on fait moins de publicité, mais une meilleure publicité, donc de meilleure qualité. Très lié à ce dernier point, les formats et le design responsables. Donc bien sûr une intrusivité qui est réduite au maximum, mais également une publicité qui est clairement identifiable comme telle. Et donc attention ici, tout ce qui va être format natif, qui peuvent être confondus avec des contenus plus éditoriaux finalement. Dernier point de responsabilité, qui peut ne pas sembler évident à première vue, mais qui est profondément essentiel, une publicité numérique responsable est fonctionnelle. En effet, une publicité qui cesse de fonctionner est une publicité qui cesse d'exister, et donc un écart qui va se creuser entre des contenus payants de qualité et des contenus réellement gratuits, avec un risque de détérioration un petit peu de cette qualité. La publicité numérique fonctionnelle, c'est donc une transparence de la chaîne de valeur, l'efficacité dans la mesure également, et une publicité qui rémunère les médias et les sites web de qualité, qui sont fiables et qui ne financent pas l'écosystème de la haine en ligne ou la désinformation, comme on a pu déjà l'aborder. Elle peut également inclure des indicateurs de performance plus responsables, par exemple la mesure de l'impact carbone. Alors les nombreuses interviews que nous avons menées dans le cadre de ce rapport, additionnées à une revue de littérature, nous ont permis de regrouper de nombreuses recommandations que je vais vous présenter maintenant. Donc, ces recommandations, elles sont liées également à des actions de publicité responsable. Elles sont commentées à la fin du rapport et également mises en forme, selon le format que vous pouvez voir sur cette slide. On a d'abord le titre des catégories, qui sont au nombre de 8 et que je vais vous présenter juste après. Les sous-catégories, auxquelles correspond à chaque fois une couleur pour pouvoir repérer par la suite les recommandations qui y sont liées. Ces recommandations, elles sont classées par ordre chronologique. L'idée ici, c'est vraiment de voir quels sont les sujets qui sont d'ordre historique dans la publicité numérique et quels sont ceux qui, plus récents, pourraient demander un petit peu un autre travail, donc plus sur les futurs enjeux. Vous trouverez également les actions, généralement en bas de page, qui correspondent à la catégorie. Alors, premier niveau de recommandation, c'est le respect de la régulation. On retrouve ici, bien sûr, la définition qui était donnée par les acteurs de l'écosystème. Alors, on a 2 sous-thèmes, le marché publicitaire et les données personnelles. En ce qui concerne le marché publicitaire, il fait l'objet de recommandations de la part de l'EASA, qui cite le code ICC sur les fondements des codes publicitaires. On a l'ARPP qui cite le respect de ce même code et de la déontologie dans ses recommandations communication publicitaire digitale. Et on a aussi un engagement qui est pris à ce sujet par le SRI dans sa charte qualité. La question des données personnelles fait l'objet d'un petit peu plus de recommandations. On a la CNIL, très active sur le sujet, qui propose des lignes directrices dans le guide RGPD du développeur, dans la checklist TPE-PME, mais également dans son rapport cookies et autres traceurs. L'interprofession se mobilise également à travers d'un label, le label Digital Ad Trust, qui est initié par l'UDECAM, l'IAB, le SRI, le GEST et l'ARPP. On a une action bien spécifique aux données personnelles, initiée par la CNIL, qui met en place la plateforme Données et Design,
Ici, une vraie volonté d'accompagner pédagogiquement par le design dans la mise en place de la régulation, avec la mise à disposition d'exemples concrets et la création d'une communauté de designers. Second point, les principes généraux de responsabilité et d'éthique. Ils se distinguent selon 2 sous-thèmes, l'éthique comme ligne directrice et la valorisation des actions responsables. Pour l'éthique comme ligne directrice, le code ICC, cité par l'EASA, fait bien entendu mention de cette éthique. Le rapport de la CNIL sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle va porter sur la formation à l'éthique des acteurs de l'écosystème et sur le renforcement des rôles associés à l'éthique en entreprise. On a le guide de l'IAB relatif à la fin des cookies tiers qui rappelle le besoin d'analyser chaque situation avant de proposer une solution. Et l'ambition ici, ça va être vraiment de proposer une réflexion pérenne sur la finalité des architectures techniques et sur leur accord avec les grands principes de responsabilité. En termes d'action, on a le rapport de la WFA Data Ethics qui propose plusieurs démarches pour aboutir à une éthique de la donnée de manière très concrète. On a également le programme FAIR de l'Union des marques qui pousse ses adhérents à s'engager à plus de mesures dans la collecte de données. Et également les 5 piliers d'une intelligence artificielle responsable qui ont été récemment rédigés par Facebook et qui correspondent parfaitement à l'éthique comme ligne directrice. Alors concernant la mise en avant d'actions responsables, on a un engagement dans le programme FAIR de l'Union des marques et comme action de valorisation, M-Publicité, la régie du journal Le Monde, qui propose une offre RSE valorisant les annonceurs vertueux, l'idée étant de leur consacrer plus d'espace publicitaire sans surcoût. Troisième point, la responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. On a ici 5 sous-thèmes. Donc la formation et l'information des parties prenantes, la loyauté, le choix et l'implication de l'utilisateur, les formats et le design, et enfin la transparence vis-à-vis des utilisateurs. Pour ce qui relève de l'information et de la formation des parties prenantes, elle fait l'objet d'un engagement du programme FAIR de l'Union des marques, donc qui sont les seuls pour l'instant à s'exprimer sur le sujet. Pour la loyauté des publicités, le code ICC l'aborde donc dès 1937. On a également l'ARPP dans sa recommandation communication publicitaire digitale, mais aussi la CNIL concernant l'éthique de l'intelligence artificielle. Et enfin, l'Union des marques dans le programme FAIR. On a 3 critères d'ailleurs dans ce programme vis-à-vis d'une publicité loyale, véridique et honnête. Pour le choix et l'implication des utilisateurs, il est mentionné dès 2004 par l'EASA et connaît un certain regain finalement ces dernières années, avec l'essor du design et de la co-conception. Donc Publicis Media, dans son étude Le Grand Réveil Digital, qui conseille de laisser un plus ample contrôle aux utilisateurs, notamment en ce qui concerne le choix des formats publicitaires. Et enfin, la charte de l'ICAS, qui s'engage à donner le contrôle aux utilisateurs par l'intermédiaire du système de plainte. En termes d'action ici, on retrouve des entreprises de gestion du consentement comme SourcePoint, des initiatives des plateformes, Google et Facebook, concernant les préférences relatives à la publicité ciblée. Et on citera également le programme Digital Governance Exchange de la WFA, ainsi que le système de plainte de l'EASA. Pour le design et le format des publicités, on a bien sûr la Coalition for Better Ads qui vient autoréguler ces formats. C'est un programme qui est particulièrement suivi. Le respect du confort de navigation, il fait également l'objet d'une recommandation de l'ARPP. En termes d'engagement ici, on a donc le label Digital Ad Trust, le programme FAIR et la charte qualité du SRI. On a aussi la CNIL qui aborde le design des choix dans 2 de ses rapports. En termes d'initiative, la Coalition for Better Ads, bien sûr, dont le travail est continu, mais également les formats IAB qui vont servir de repère à l'industrie publicitaire, tout comme le programme FAIR et le label Digital Ad Trust qui viennent structurer un petit peu cette interprofession. Enfin, la transparence vis-à-vis des utilisateurs est abordée dans le rapport Data Ethics de la WFA, qui va proposer plusieurs étapes vers l'utilisation respectueuse et éthique de la donnée. De son côté, l'ICAS garantit dans sa charte un reporting transparent sur le système d'autorégulation. Plusieurs initiatives ici, notamment relatives à la fin des cookies tiers, qui a par ailleurs été reportée à 2022. Par exemple, The Privacy Sandbox de Google ou encore le projet REARC et le Unified ID 2.0 mené par l'IAB Tech Lab et de nombreux autres acteurs de l'industrie. On a également une association, None of Your Business, fondée par Max Schrems, qui se saisit de la question de la transparence des données personnelles. Le label Digital Ad Trust, une fois encore, porte sur une obligation relative à ces sujets.
Côté privacy, Apple, qui est très actif avec iOS 15, et les projets de loi DSA et DMA, qui viennent sur les questions de transparence du côté des plateformes. Alors, la responsabilité vis-à-vis de la société, on a ici seulement 3 sous-thèmes: la diversité des parties prenantes, la prise en compte de tous les publics et la lutte contre la désinformation. En ce qui concerne la diversité des parties prenantes, plusieurs engagements dans la charte d'autorégulation de la publicité de l'EASA, également dans la charte de l'ICAS. Le SPIM, plus militant, mentionne également la diversité des parties prenantes. Et on note 3 actions sur le sujet: Goodid, qui est une régie publicitaire responsable, le mouvement de la publicité raisonnable, dont ils font partie avec d'autres acteurs du secteur, et le label RSE Agence Active, délivré par l'AACC et AFNOR Certification. La prise en compte de tous les publics est reconnue comme nécessaire dès 2004 par le code de l'EASA. Elle fait également l'objet d'engagements dans le programme FAIR et d'une recommandation de l'ARPP. Le rapport Data Ethics de la WFA porte également le respect de tous les publics comme un principe fondamental. En ce qui concerne les recommandations concernant la lutte contre la désinformation, elles sont assez récentes, donc c'est celles qu'on voit en vert ici. Récentes, pourquoi? Parce qu'elles sont étroitement liées à l'architecture technique de la publicité programmatique. Paradoxalement ici, ce sont les algorithmes qui sont en cause, pourtant ils ne sont pas directement cités, ce qui en fait un enjeu plus ou moins fantôme, mais omniprésent. En termes d'action, la lutte contre la désinformation est couverte par NewsGuard, qui propose des listes d'inclusion et d'exclusion pour les annonceurs dans son programme BrandGuard. Également, les membres du collectif Sleeping Giants, qui notifient les annonceurs finançant la désinformation, ce qui se fait souvent à leur insu. L'association Stop Founding AIDS, qui s'inscrit dans une démarche proche. Et enfin, le programme FAIR propose un engagement contre le financement de la désinformation par la publicité. Alors maintenant, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Le programme FAIR de l'Union des marques, mais également le projet Planet Pledge de la WFA, le rapport Bousquet-Leroy aussi, proposent des engagements autour de la réduction de l'impact carbone et de la représentation des comportements éco-responsables. On a vraiment ces 2 points. Le SPIM, plus militant, comme je le disais, édicte plutôt des recommandations qui visent à réguler les formats polluants et à interdire la publicité pour tout produit polluant. Donc une recommandation qu'on reconnaîtra également dans la Convention citoyenne pour le climat et qui avait fait grand bruit lorsqu'elle était sortie. Concernant les actions, on a tout un pan autour de la mesure, qui est un enjeu clé, élaboré notamment par la startup Impact Plus, mais aussi par l'outil de mesure Gleanpact. Cependant, ici, les acteurs du secteur peinent à s'aligner sur un référentiel commun, ce qui vient un petit peu ralentir les actions de responsabilité. On a les plateformes Google et Facebook également qui fournissent des efforts sur ce point. Alors, tout d'abord, elles affichent la neutralité carbone et elles contribuent dans un second temps à réduire l'impact carbone du secteur grâce à des data centers alimentés en énergie renouvelable. Combinant impact et représentation des comportements, on note plusieurs initiatives: le Positive Media Project, mené par Publicis Media, le Planet Pledge, lancé par la WFA, l'AdNet Zero de l'Advertising Association, le Guide de la consommation responsable de l'ADME et le programme FAIR, une fois encore. Combinant environnement et impact social, on a la régie Goodid, le mouvement de la publicité raisonnable et le label RSE Agence Active. Alors maintenant, la catégorie responsabilité des entreprises, là encore plusieurs sous-thèmes: information et formation des parties prenantes, devoir de veille technologique, transparence, mesures et bien sûr, protection de la marque, aussi connue sous le nom de brand safety. L'Union des marques, l'EASA, le SRI, la WFA, le rapport Bousquet-Leroy et l'ICAS présentent tous des engagements relatifs à l'information et à la formation des parties prenantes. Des recommandations sur ce même point sont publiées par la CNIL dans le rapport sur les enjeux éthiques de l'IA et par le GARM, initié par la WFA. On note une action qui correspond: les engagements 1, 11 et 12 du programme FAIR. Pour le devoir de veille technologique, c'est la CNIL qui se saisit de cet enjeu et qui recommande de suivre un principe de vigilance et de responsabilité dans le développement des technologies d'intelligence artificielle. La charte de l'ICAS également, qui s'engage à se tenir au courant des avancées technologiques. Ici, comme action, l'ARPP développe Invenio, une intelligence artificielle au service de la publicité numérique responsable. Pour la transparence, elle est l'objet d'un engagement du programme FAIR et de la charte de l'ICAS. On a l'IAB qui propose également des lignes directrices et des conseils, avec pour objectif une chaîne de valeur plus transparente
ce qui est vraiment un enjeu qu'on retrouve régulièrement. Les engagements 14 et 15 du programme FAIR et les standards de l'IAB Tech Lab pour la publicité programmatique sont des actions sur la transparence que l'on a relevées. Alors, la charte du SRI porte des engagements autour de la fiabilité de la mesure, le GARM, qui est actif également sur ce sujet, et le rapport Cross Media Measurement de la WFA, ainsi que le référentiel de l'Union des marques. Ici, le thème, c'est plutôt les standards de mesure communs. L'IAB Europe également, qui propose des lignes directrices et des méthodes autour de l'efficacité des campagnes publicitaires et de la sortie des cookies tiers. Le rapport Bousquet-Leroy, qui appelle à s'engager sur la mesure de l'impact carbone. En termes d'action, on retrouve toutes les initiatives autour de la fin des cookies tiers, les standards IAB et le label Digital Ad Trust. Et enfin, dernier sous-thème, la brand safety. Le label Digital Ad Trust et la charte qualité du SRI engagent les acteurs de l'industrie à garantir un environnement fiable aux annonceurs. L'IAB Europe propose plusieurs lignes directrices pour permettre le respect de la brand safety et de la brand suitability. Il propose également des définitions qui sont très claires. Ici encore, le label Digital Ad Trust, les standards IAB, auxquels s'ajoute le travail du GARM, qui est vraiment une initiative particulière, donc lancée par la WFA et chargée d'aborder la brand safety en collaboration avec les plateformes. Avant-dernière catégorie, l'autorégulation fonctionnelle, c'est la catégorie 7. Notamment, donc voilà, tout ce qui est ici, ça va être l'évaluation des pratiques. Ici, le code de ICC, qui est cité par l'EASA, le rapport de la CNIL sur l'éthique de l'IA et des algorithmes, et le GARM. Sous forme d'engagement, on retrouve le rapport Bousquet-Leroy et la charte de l'ICAS. Pour ce qui est des actions, on en note juste une. C'est le Digital Advertising Accountability Programme qui est développé par la BBB National Programs et qui vient porter sur l'efficacité des mesures relatives à la privacy. Et enfin, certaines recommandations portent sur la fonction de la publicité numérique. Alors, le rôle de la publicité dans un premier temps, puis pour finir, la remise en question du modèle publicitaire. En ce qui concerne le rôle de la publicité, l'Union des marques aborde son rôle éducatif sur la transition écologique notamment, et Publicis Media et la WFA vont faire de même, mais ajouter la capacité de la publicité à agir positivement. Donc, création de nouveaux imaginaires dans la transition écologique une fois encore. Finalement, le SPIM édicte des recommandations et se présente aussi comme une action concrète qui vient un petit peu remettre en question ce modèle économique publicitaire. Donc, nous avons fait le tour de ces recommandations et actions. N'hésitez pas à retourner les voir à la fin du rapport, donc aussi bien la partie commentée que la partie mise en forme. Elles sont toutes très éclairantes et bien sûr toujours d'actualité. Alors Christine, je crois qu'on ne t'entend plus. Merci Marion. Donc, dans ce travail et ce rapport, hein, vous avez vu l'effort de catégorisation, de simplification aussi, d'accès à l'information, parce que vous avez, je dirais, tout l'aspect chronologique des différentes actions, l'aspect également, je dirais, catégorisé. Hein, on voit qu'il y a des actions tout à fait différentes et des recommandations tout à fait différentes sur la publicité numérique des responsables, mais ce que montre aussi ce rapport, c'est un vrai changement aujourd'hui, une prise en compte de ces questions et ces enjeux de publicité numérique responsable qui vont quand même tout à fait dans le bon sens, j'allais dire. Donc, le rapport est téléchargeable encore une fois sur notre site, hein, n'hésitez pas à aller le télécharger, à le diffuser. Et simplement, en termes de conclusion, ce que je voulais souligner, c'est que donc, cet écosystème est résilient. Pour l'instant, on a beaucoup d'autorégulation, comme vous l'avez vu, hein, ce sont des initiatives des acteurs ou de syndicats d'acteurs ou de collectifs d'acteurs du numérique. Il y a énormément d'autres sujets. Hein. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un domaine de la ad vérification, hein, des startups qui se développent aussi sur cette question de publicité numérique responsable pour aller à la quête de fraude hein, sur ce marché-là. Donc, des nouvelles perspectives aussi techniques en termes de publicité numérique responsable.
Et il nous semble également, dans l'analyse que l'on a faite, que de nouveaux sujets sont intéressants à traiter et qui sont peu traités aujourd'hui par les acteurs et par toutes les recommandations ou les actions qu'on a vues, en particulier la question des algorithmes. On est encore sur un domaine dans lequel les algorithmes sont extrêmement opaques, les systèmes ne sont pas très compréhensibles et l'accès aux données pour la compréhension de ces systèmes n'est pas très facilité, on va dire, en particulier par les grandes plateformes. Donc, investiguer cette question des algorithmes, ces problèmes liés au mode d'achat programmatique, le lien entre publicité et désinformation en ligne, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, les enjeux encore de privacy tout à fait prégnant aujourd'hui, même si le RGPD existe depuis 2018, nous semblent des sujets absolument majeurs à travailler dans les mois à venir et les années à venir. Donc, cette première partie du webinaire est terminée. Donc, nous avons présenté ce rapport. Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont intéressés par la table ronde, vous pouvez revenir sur YouTube et regarder donc la table ronde qui est la deuxième partie du webinaire. Et donc, cette table ronde va porter non pas sur l'état des lieux des actions qui sont menées, mais les enjeux futurs pour les acteurs en particulier. Et donc, n'hésitez pas à aller visionner cette table ronde. Et si vous êtes intéressé par nos travaux, si vous êtes intéressé également par des partenariats avec nous sur cet enjeu de publicité numérique responsable, n'hésitez pas à nous contacter par le site Good in Tech, donc www.goodintech.org. Merci à tous. Un grand merci bien sûr à Marion Seignerin qui a été très très active dans la rédaction de ce rapport et l'élaboration de toute la catégorisation. Donc, elle a fourni un travail formidable. Et donc, pour tous les participants, je vous dis à bientôt pour les autres webinaires de la chaire Good in Tech que j'espère que vous suivrez. Vous pouvez suivre également toute l'actualité de nos webinaires sur notre site web. Très bonne journée à tous. Au revoir.